à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour effectivement cette table ronde. Alors j'ai entendu le mot de vivifiant après le repas. Il va falloir donc être vif pour récupérer tout le monde et ramener tout le monde. Mais le sujet est tellement d'importance que j'ai pas de doute que tout le monde va être bien concentré autour de cela. On ne pouvait pas être plus dans l'actualité par ailleurs, puisque hier les pouvoirs publics, en l'occurrence la Première ministre, a donné les bonnes et les mauvaises notes pour les 50 sites les plus émetteurs de France. La ligne est maintenant tracée pour y arriver. On pensait que ce serait le président qui le ferait, mais ce sera pour plus tard. Et on attend également de savoir si, grâce à ces copies qui sont, semble-t-il, de bonne tenue, eh bien l'État va vous donner un petit peu plus de sous pour vous aider collectivement à vous décarboner, puisqu'on attend quand même de savoir si une enveloppe de 5 milliards supplémentaires arrivera. Entrons donc peut-être dans le cœur du sujet avec vous, Bruno Billon. Bruno Billon, je rappelle que vous êtes le président de Heidelberg Materials France. Vous êtes là-bas au bout avec nous. Vous présidez donc la filiale française du cimentier allemand. Vous avez lancé en 2022 un plan de plus de 600 millions d'euros pour décarboner 4 de vos 9 cimenteries dans l'Hexagone. Un plan que vous justifiez par l'urgence de décarboner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Bien sûr, donc très rapidement, Heidelberg Materials, c'est un groupe allemand, Emmanuel l'a dit, donc 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 55 000 personnes dans 50 pays. Et en France, c'est 1,4 milliard de chiffre d'affaires, 3 200 personnes et 300 sites de production. Donc éclatés sur tout le territoire, on a 300 sites, depuis des sites de plus de 150 personnes comme notre cimenterie à Couvreux dans la Marne, à des sites d'une personne comme notre centrale à béton à Tulle en Corrèze. Donc c'est très très dans les territoires et un enjeu absolument majeur. On était effectivement à la remise des copies, enfin plus exactement à la signature des contrats de transition écologique avec la Première ministre. C'était bruyant, mais vous y étiez pour rien. C'était le très salon des maires de bruyant, France. mais voilà, ça a été fait. Alors, il y a une urgence parce que sur ces 50 sites, juste pour donner quelques chiffres, 50 sites, dans les 50 sites, il y a 24 cimenteries. Donc, c'est quasiment la moitié des sites et l'écart des émissions. Donc, il y a effectivement une vraie urgence à se décarboner. C'est 10 millions de tonnes d'émissions en France. Et il faut aller vite. Pourquoi il faut aller vite ? Parce que les quotas vont être réduits. Vous savez que les industries à filtre de carbone, comme les cimenteries, ont droit à des quotas gratuits, des droits à émettre, et qui, au fur et à mesure, vont diminuer sur une échelle sur une durée de 10 ans. Et donc, de plus en plus, il faudra acheter sur le marché ces droits à émettre, et donc un renchérissement, évidemment, du coût final du produit. Et pour parer les importations liées à cette augmentation des coûts induite par cette baisse des quotas, on a mis en place, ça a été évoqué ce matin, pour l'instant à Blanc, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est à la fois une très bonne idée et un terrible piège si on ne va pas très vite. Pourquoi ? Parce que nos partenaires, concurrents et autres, en dehors des frontières européennes, ont très bien compris ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, si demain on veut commercer avec l'Europe, eh bien, il faut proposer des produits décarbonés, notamment des ciments décarbonés. Donc le risque, vous l'avez compris, c'est que si on ne le fait pas vite et que d'autres le font plus vite que nous, le piège se referme et ce qui était une bonne idée devient un gouffre et une impossibilité à trouver de la place pour nos produits sur le marché. Est-ce que vous avez bon espoir que cette bonne idée évolue ? Puisque pour le moment, on est dans une phase de test et l'Europe a quand même laissé entendre que si c'était trop compliqué ou si on perdait trop, peut-être que ça pourrait être réajusté. Alors, la phase de test le dira, c'est vrai, on a démarré au mois d'octobre. En fait, ça a déjà parti avec un test à Blanc et ça va durer 1 an et demi. Moi, je pense pas. Enfin, le but final de ce qu'on cherche à poursuivre en mettant cet ajustement carbone aux frontières, le combat est le bon. J'ai pas de doute là-dessus. Après, il faut arriver à mettre, disons, resserrer les mailles du filet. Ça, je pense que c'est possible. Les industries travaillent notamment avec les douanes pour ça. La difficulté, elle est ailleurs. La difficulté, elle est sur le fait que si c'est une bonne idée, mais qu'on l'implémente moins vite que les autres. Donc c'est bien ce que vous disiez en introduction, c'est la vitesse qui va primer, notre capacité à nous décarboner plus vite que la baisse des droits à émettre. Effectivement, je passe à vous maintenant, Fausto Rotelli. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de Ferrero France. Est-ce que vous partagez ce constat que l'on vient d'avoir sur le fait que le coût était très élevé ? Et qu'est-ce qu'il en est à proprement parler pour votre industrie à vous ? Parce que vous êtes peut-être celui qui aura le moins besoin de se présenter, Noël approche, pour l'industrie agroalimentaire. Oui, quand même. Nous sommes, Ferrero est quand même un petit groupe mondial familial, présent dans quasiment tous les pays, avec quelques produits relativement connus comme Ferrero Rocher. Et en France, nous sommes présents depuis plus de 60 ans,
notamment en Normandie, et nous sommes sur la France, 1500 personnes. Et notre usine normande est la plus grande usine de production de Nutella dans le monde. Ce qui fait que la France exporte du Nutella. C'est quelque chose qui ne se sait pas beaucoup, mais qui est important de répéter à chaque fois. Et je rejoins totalement mon voisin, mais après, pour nous, dans le secteur de l'agro-industrie, c'est encore quelque chose qui va au-delà, parce que nous avons d'un côté une responsabilité en tant qu'émetteur, et de l'autre, nous sommes aussi victimes des aléas climatiques, puisque nos matières premières viennent de l'agriculture, et donc c'est un double discours qui doit être porté, c'est-à-dire il y a les investissements qui vont être faits justement pour limiter au maximum l'impact de ce que nous faisons, avec des objectifs qui sont clairement définis, et après, de l'autre, accompagner les agriculteurs, et sachant que nous avons des matières premières qui viennent de continents différents, et donc les accompagner selon les situations pour que justement ça soit fait de la meilleure façon et avec le moins d'impact possible. Un point effectivement très important. J'en viens à vous, là, juste à côté de moi, monsieur Petit. Je rappelle que vous êtes le directeur des affaires publiques et en lien avec les gouvernements du côté d'Esso SAF. Merci vous aussi d'être avec nous dans ces États de la France. Vous êtes ici donc pour représenter la société Esso. C'est une filiale du groupe ExxonMobil. Vous allez peut-être nous la présenter d'un mot parce que à chaque fois on a l'image trompeuse que vous faites des stations-service. Vous faites tout sauf ça. Est-ce que vous partagez les constats que l'on vient d'entendre là sur l'urgence de décarboner, et puis est-ce que vous pourriez peut-être nous contextualiser l'enjeu de notre système énergétique mondial et rappeler le contexte justement de vos activités en France? Alors merci. ExxonMobil, c'est un groupe d'envergure mondiale spécialisé dans le domaine de l'oil and gas et la distribution donc, de produits énergétiques. En France, nous avons deux grandes implantations, une en Normandie et une en Provence, sur le site de Fos-sur-Mer. Et nous représentons à peu près 30% de la capacité de raffinage en France. Et vous avez raison, Emmanuel, de commencer en disant la décarbonation et l'énergie, c'est un couple intimement lié. Je vais juste vous rappeler quelques éléments clés. En 40 ans, les besoins, la consommation en énergie, elle a doublé. Elle a doublé pour que les 8 milliards de personnes qui sont aujourd'hui sur Terre puissent avoir un niveau de vie acceptable. 81%, pour être précis, 81% de cette énergie aujourd'hui, elle a un gros défaut, c'est que lorsqu'on produit de l'énergie avec ces sources d'énergie, eh bien, on fabrique du CO2 qui contribue au réchauffement climatique. Donc, 81% de l'énergie mondiale aujourd'hui a un vrai enjeu de décarbonation. Énergie et décarbonation, ce sont des choses qui sont intimement liées, c'est une réalité qu'il faut qu'on adresse. Donc l'enjeu, il est vraiment double et il est colossal à adresser, c'est-à-dire qu'il faut continuer à fournir l'énergie pour approvisionner tout ce dont le globe a besoin, mais il faut fournir cette énergie de façon décarbonée et réduire les émissions qui sont associées à ces sources d'énergie. Si on regarde un peu plus dans le détail maintenant en France, la France, c'est 1% des émissions mondiales de CO2, 400 millions de tonnes pour arrondir. 400 millions de tonnes d'émissions de CO2, ça représente en France, c'est 1% des émissions mondiales. Et les industries, ça représente une vingtaine de pourcents. Nos entreprises, nos deux sites à Fos et à Notre-Dame-de-Gravenchon en Normandie font partie de la liste des 50 sites les plus émetteurs qui étaient hier invités à cette initiative de décarbonation et sont bien sûr engagés dans la décarbonation, dans la participation aux zones industrielles bas carbone qui ont été mises en place par le gouvernement. Mais je voudrais aussi relier un petit peu notre activité avec la décarbonation et l'énergie qui reste au centre du débat. Est-ce que vous avez quand même un point très important, c'est demain qu'on va forer le plus de pétrole. C'est pas encore aujourd'hui, dans les 30 prochaines années, on sera sûrement aux alentours des 100 millions de barils de pétrole. Donc vous devez faire deux choses complètement antinomiques. Continuer de forer et d'apporter du pétrole et vous décarboner. Exactement. La demande mondiale en énergie ne cesse de croître. Donc il est important de continuer à décarboner notre industrie, non pas en réduisant la demande, c'est un leurre de penser qu'on peut réduire la demande et que ça va réduire la production. La demande en énergie ne va cesser de croître, et donc va continuer de demander à cet appel en énergie fossile qu'on va devoir continuer à décarboner.
Nos produits fabriqués en France, c'est l'équivalent de 135 TWh. Alors c'est un chiffre, ça peut paraître grossier comme ça, mais 30% de ce qu'on fabrique de nos produits énergétiques en France, ça représente 135 TWh. Je vous rappelle que la production du parc nucléaire français, c'est environ 400 TWh. Vraiment quand tout va bien, hein. Quand tout est allumé et que vraiment tout va tous bien. les réacteurs fonctionnent. On était à 270 l'année dernière et aussi on fait 350 cette année. Franchement, on débouche le champagne. Exactement. Et donc, c'est quelque chose qui est important de remettre dans le contexte. Nos 30% de capacité de raffinage représentent 30% de la capacité nucléaire installée en France. C'est un vrai challenge. L'enjeu de cette décarbonation et de cette transition énergétique fait appel à des volumes d'énergie juste colossaux. Et c'est un vrai défi qui est devant nous. Fabien Laloche, je passe à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général d'ABB en France. Vous allez nous dire dans un instant vraiment ce que vous faites, vous aussi, clairement en France. On le sait, hein, et on l'a dit là déjà un tout petit peu à l'instant, mais l'électricité va être la clé de la décarbonation, puisqu'on va devoir consommer moins d'énergie demain, mais on aura besoin de beaucoup plus d'électricité qu'aujourd'hui. En tant qu'apporteur de solutions pour aider les industriels à décarboner, qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement pour accélérer cette transition ? Alors ABB est un groupe international, 105 000 personnes dans le monde, 27 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Nous sommes leaders en fait sur deux grands métiers, l'électrification et l'automation. Nous sommes présents en 100 pays. Nous mettons à disposition des solutions pour les clients des industries, de l'industrie, du bâtiment, des utilités, pour leur permettre d'être plus performants et plus durables. Nous sommes présents également en France avec 1200 personnes, 638 millions de commandes en 2022 et on travaille avec, on va dire, la majorité des grandes entreprises du CAC 40. Nous avons 20 sites en France et 7 centres d'excellence répartis partout sur le territoire. Pour revenir un peu sur l'électricité, effectivement, vous l'avez dit, on a consommé 460 TWh en 2022. Les projections, c'est 600, 650 en 2030. Avec en plus une anticipation de 40% de réduction d'économie d'énergie d'ici 2050. Donc on voit qu'il faudra produire énormément d'énergie et en même temps continuer à fortement économiser. Le plan d'action du gouvernement France Nation Verte va dans le bon sens. Il a le mérite de mettre sur le papier une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre par segment, par sous-segment. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment continuer à travailler. La manière dont ABB voit les choses finalement en termes de décarbonation, je dirais qu'on a 4 leviers. Le premier, c'est l'efficacité énergétique. Et nous avons monté le mouvement pour l'efficacité énergétique dans l'industrie, qui regroupe environ 250 entreprises. Et l'idée, c'est de proposer des solutions simples, pragmatiques, éprouvées, à la disposition des industriels pour entamer cette réduction. Alors, tous les grands groupes travaillent depuis très longtemps sur ces sujets-là, mais je pense que les PME, les ETI sont moins armés et c'est toujours intéressant de proposer des choses. À titre d'exemple, le fait de remplacer des moteurs standards par des moteurs haut rendement permet de faire des gains immédiats. Le fait de mettre des variateurs de puissance permet aussi de faire des économies substantielles et ça donne droit en plus, c'est couvert par des C2E, donc économiquement c'est très intéressant. Le deuxième levier, c'est tout ce qui touche autour de l'automatisation. Une entreprise performante et compétitive va avoir un impact carbone plus faible qu'une entreprise qui va faire beaucoup de déchets, qui va consommer plus de ressources, qui va avoir des pannes, etc. Donc la performance de l'entreprise travaille énormément. Et je voudrais faire une petite digression sur la robotisation. En France, on est avec un taux d'utilisation des robots en France extrêmement faible. On progresse. 163 robots pour 10 000 emplois manufacturiers, 400 en Allemagne, 400 au Japon. Et le pire, je trouve, moi, c'est 322 en Chine. C'est-à-dire que la Chine, non seulement a construit des gigafactories, non seulement est compétitive en termes de main-d'œuvre, mais en plus est 2 fois plus automatisée que la France. L'automatisation est un levier. Le troisième, c'est la production d'électricité verte. Les industriels ont souvent du foncier, des toitures, des véhicules. Donc il y a tout un gisement pour continuer à travailler sur et qui cette va partie de s'accélérer parce que c'est la loi maintenant. Quand on a un grand parking, on va devoir mettre des ombrières. Mais il y a du terrain, il y a des toitures, on peut aller plus vite, etc. Il y a des parcs de véhicules aussi. Et puis le dernier levier, on y reviendra je pense, c'est pour en solution ultime, il faudra aussi capter le carbone pour réduire ses émissions. Au-delà de ça, je dirais aussi qu'il faudra donc produire, j'y reviendrai peut-être alors,
Et ben voilà, on produira après. On va passer à Monsieur Pillon pour poursuivre et pour que chacun puisse bien se partager la parole. La France avance ses pions en matière de décarbonation. Là, on le voit au travers de vos 4 exemples. Mais outre l'augmentation de la production d'une électricité bas carbone, quelles sont les technologies que nous devons faire émerger sur le territoire pour permettre justement la décarbonation de vos et de nos industries? Alors juste pour revenir sur l'électricité rapidement, effectivement, là, sur les besoins, parce que c'est important pour l'industrie cimentière française, je raisonne tout au niveau de l'industrie, là, c'est un doublement de nos consommations électriques pour arriver à se décarboner. Et pourtant, tout ne peut pas être résolu, la décarbonation ne peut pas être résolue uniquement par l'électricité, puisque tous les procédés ne sont pas électrifiables. Alors, la problématique... on n'en a pas assez pour le moment, donc il faut attendre on un n'en a peu. pas assez, et quand bien même on en aurait assez, ça ne va pas suffire. Donc, le sujet pour l'industrie cimentière, c'est assez simple. Encore une fois, c'est une industrie très émissive. C'est 8% du CO2 dans le monde, un peu moins évidemment en France, parce qu'un pays qui est déjà très équipé, donc c'est plutôt de l'ordre de 2%. Mais la particularité, c'est pas celle-là, c'est que un tiers des émissions des cimenteries sont des émissions qui sont liées à la combustion. J'allais dire, ça, on en a un peu parlé ce matin, ça c'est assez simple. Les technologies, elles existent. Encore faut-il qu'on trouve assez de biomasse, assez de combustible de substitution et que ce soit fléché au bon endroit. Mais ça, on peut remplacer les combustibles fossiles, type charbon et coque de pétrole, par des combustibles à fort composant de biomasse. Mais une fois qu'on a fait ça, et même si on le fait à 100%, ce qui est l'objectif qu'on vise, on n'a réglé qu'un tiers du problème. C'est tout le sujet de cette industrie. On n'a réglé qu'un tiers du problème. Et un four de cimenterie, ce n'est pas, en l'état actuel des connaissances et de la technologie, électrifiable. Donc il nous reste sur les bras, même quand on est champion du monde, même quand on met 600 millions d'euros d'investissement comme notre groupe, il nous reste sur les bras 2 tiers de nos émissions. Et ces 2 tiers de nos émissions, on n'a pas d'autre solution que de le séquestrer. Pour quelle raison? Il n'est pas électrifiable pour quelle raison? C'est trop compliqué? Alors en fait, c'est totalement impossible. Je ne vais pas vous torturer avec vos cours de chimie, mais... Non, mais faites simple. Je vais faire très simple. Le calcaire qui sert de produit de base au ciment, c'est CaCO3, on le chauffe. Et ça fait du CaO, qui est de la chaux, matière première du ciment, plus CO2. Donc c'est ce qu'on appelle des émissions fatales. C'est des émissions industrielles. Il n'y a rien, si vous voulez fabriquer du ciment, on ne peut pas faire autrement qu'émettre du CO2. Il n'y a pas d'autre solution. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et là, aujourd'hui, les seules solutions qu'il faut faire émerger, évidemment, en France, ça existe déjà. La première cimenterie qui va enfouir du carbone, c'est une cimenterie de notre groupe en Norvège, mais tout ça est très récent. Donc il faut arriver à stocker ce carbone. Donc il faut arriver à le capturer, ça on sait faire, et le stocker. Donc il faut faire émerger, vous avez compris la complexité du sujet, c'est que à la porte de la cimenterie, la technologie, elle existe, on sait capter le CO2, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut le transporter, il faut le mettre dans des hubs, souvent dans des ports, et puis après, il faut aller l'exporter. Donc, il y a typiquement, vous allez l'envoyer en Norvège ou vous attendez que les premiers... C'est un des choix. Alors, vous avez vu que le Premier ministre, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, s'est déplacé en Norvège il y a 15 jours. Il a annoncé hier qu'il ferait aussi des accords avec le Danemark pour effectivement sécuriser des puits d'enfouissement. Mais c'est bien ça qui va se passer. Et ce qui est très important aussi, c'est que ça a été répété par le ministre Roland Lescure hier, c'est qu'il y a un ordre de mérite. Il faut faire très attention. On parlait du récit de la décarbonation des industries ce matin. Il y a un ordre de mérite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enfouir du CO2 qu'on sait éviter d'émettre. On n'enfouit que ce qu'on ne sait pas éviter d'émettre. C'est ça qu'il faut faire. Donc il y a un ordre de mérite, c'est-à-dire qu'il faut vraiment d'abord enlever tout ce qu'on sait faire et d'enfouir le CO2, uniquement le CO2 qu'on ne sait pas éviter. C'est ultra important, là aussi, dans le récit qu'on veut faire d'une industrie, et notamment par rapport à l'acceptabilité des projets. Ouais. Forcer ceux qui ne feraient pas assez d'efforts à aller et à avancer également sur leur décarbonation quand c'est possible. Je reviens à vous, Fausto Rotelli. Je rappelle que vous êtes du côté de chez Ferrero. Ferrero a pris des engagements très clairs aussi en matière de décarbonation. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous avez fait, ce que vous avez atteint, et puis tout le taf qui reste à faire maintenant? Bien sûr, c'est vraiment un travail de longue haleine, donc depuis les accords de Paris, dans ce suivi-là, et nous travaillons justement sur la base avec le SBTI, justement pour le suivre et le mettre en œuvre. Et le premier engagement a été celui de réduire les émissions de nos usines de 50% à l'horizon 2030. Et donc là-dessus, c'est vraiment un process qui est en cours depuis des années. Mais non seulement, nous avons aussi décidé d'aller sur une réduction de 43% toujours à l'horizon 2030 de nos produits.
Et c'est là, sur le tonnage lié au produit, et c'est là qu'est tout le travail, parce qu'on va aller de l'amont à l'aval. Et donc nous allons aussi bien sur les matières premières, qui représentent plus de 68% des émissions, que sur la logistique, qui elle va en représenter environ 8%. Et donc il y a tout ce travail qui est mis en œuvre à tous les niveaux, sur cet ensemble d'activités et par des directions différentes, et qui est essentiel. Après aussi le choix, naturellement nous avons la chance au niveau mondial d'avoir 92% d'énergie renouvelable. En France, c'est 100%. Donc c'est quelque chose qui permet de réduire l'impact. Et puis après, il y a tout le travail avec les filières, notamment si on prend le lait en France, on sait comment impacter moins sur la production de lait. Donc c'est tout un travail que nous menons avec la FNSEA notamment. Et donc il y a cet aspect qui est mis en œuvre. Et puis après aussi, dans l'achat des matières premières exotiques, la certification est essentielle. Et nous avons remarqué, par exemple, ne serait-ce que sur l'huile de palme et le cacao, nous arrivons à réduire de 217 000 tonnes de carbone notre impact, parce que ce sont des matières premières certifiées. Donc il y a tout un travail qui est mis en œuvre, et donc c'est ce vers quoi il faut tendre. Et donc là, je vais parler des matières premières, mais après, quand nous allons, par exemple, sur les emballages, il y a eu aussi le choix, par exemple, de passer du tout polystyrène au polypropylène, qui lui va être recyclable. Donc, mais il s'agit aussi d'une filière qui doit être mise en œuvre au niveau français. Aujourd'hui, il y a des tests qui sont en cours, il y en a 3. Ça n'est pas suffisant, donc il faut aller au-delà. Malheureusement, loin de l'objectif pour aider les industriels à se... La dernière une de l'usine nouvelle, c'est tout s'accro au plastique parce qu'il n'y a pas d'alternative suffisamment correcte pour le moment. Exactement. Et sachant que dans l'industrie agroalimentaire, vous avez aussi des aspects sanitaires qui vont complexifier le tout. Donc, ce qui veut dire que le tri mécanique n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Donc, il faut aller vraiment sur le volet chimique pour que ça soit utilisable d'un point de vue alimentaire. Donc, c'est des complexités supplémentaires. Et puis après, il y a aussi, dans le cadre des nouveaux emballages, par exemple, sur les Ferrero Rocher, nous avons changé l'emballage et nous avons réduit le plastique de 30%. Donc c'est quelque chose d'essentiel et nous l'avons fait aussi dans notre Les usine Ferrero normande. Rocher pèsent toujours autant, rassurez-nous. Comment ? Les Ferrero Rocher, ils pèsent toujours autant. Vous avez pas fait de la Oui, strict il y en a fashion. toujours autant dans la boîte. Oui, Bon. oui, naturellement. Et donc c'est quelque chose qui va limiter l'impact et donc c'est quelque chose que nous apprenons quotidiennement et aussi sur les Kinder Bueno qui sont produits en Normandie. La dernière fierté de nos salariés est d'avoir réussi à réduire de 23% l'épaisseur du plastique. Et donc là aussi, nous continuons et nous progressons systématiquement. Et enfin, le dernier point sur la logistique, nous avons adhéré à Fret 21, donc avec ses objectifs triannuels, et nous avons réussi à les dépasser, ce qui fait que nous nous sommes réengagés pour la période 2022-2025 pour aller réduire ultérieurement l'impact de nos camions sur les routes, puisque il est certain, de 1650 tonnes. Donc ce sont des objectifs difficiles, mais dès lors que toute l'entreprise est mobilisée à tous les échelons pour y arriver, c'est là où ils portent leurs fruits. Alors j'en viens à vous à nouveau, Monsieur Petit. Je rappelle que vous êtes directeur des affaires publiques et en lien avec le gouvernement chez Esso. ExxonMobil a annoncé son ambition d'atteindre la neutralité carbone de ses opérations mondiales d'ici à 2050. Qu'est-ce que vous mettez, vous aussi, parce que je pense que la force de l'exemple est indispensable. Qu'est-ce que vous mettez en place pour y arriver? Parce que vous partez de loin, vous aussi. Donc, Alors, notre atout, c'est quand même 140 ans d'existence. Notre expertise, c'est la transformation des molécules et tout ce qui concerne l'activité qu'on appelle géosciences, activité qui consiste à regarder ce qui se passe dans le sous-sol. Et notre compagnie, il y a 2 ans, a décidé de mettre en place une compagnie Low Carbon Solution qui va s'attacher à étudier les solutions de décarbonation, non pas à les étudier, mais à les mettre en place, les solutions de décarbonation non seulement pour nos activités, mais également pour celles des autres. Et ces solutions, elles sont, je dirais, elles s'articulent sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est la capture du carbone et sa séquestration. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. gardez bien le micro. On en a parlé tout à l'heure. C'est un des piliers fondamentaux qui va nous permettre de capturer ce qu'on appelle les émissions fatales,
dont aucune autre solution existe aujourd'hui pour Ça fait deux fois décarboner. qu'on en parle tout à l'heure, en tout cas à l'instant on vient d'en parler, vous aussi. Est-ce que le plan mis en place par la France est au niveau pour la captation de carbone? Puisqu'il y a eu un plan qui a été présenté il y a 1 mois ou 2 mois. Beaucoup se plaignent que les normes sont quand même très compliquées pour que ça fonctionne à peu près correctement en France. On peut y arriver chez nous? Alors, on peut y arriver chez nous. Le gouvernement est extrêmement moteur et extrêmement à l'écoute de tout ce qui se passe dans ce domaine-là pour faire en sorte que ça marche. Il reste à lever certaines barrières, des barrières réglementaires, des barrières de disponibilité du stockage sous-sol, qu'il faut effectivement identifier pour faire en sorte que notre CO2 national puisse être stocké sur notre sol national, ou alors puisse être exporté là où des couches géologiques le permettent, à savoir en mer du Nord, au Danemark, on en parlait tout à l'heure, ou au Royaume-Uni, où aujourd'hui, ça n'est pas possible de le faire pour des problèmes réglementaires. Donc ça c'est le point le plus important, les autres. Ensuite, vous avez un deuxième axe de décarbonation majeur, c'est tout ce qui concerne l'hydrogène. L'hydrogène, pour ceux qui ont fait un peu de chimie, H2, il n'y a pas de carbone, et donc c'est une vraie source d'énergie décarbonée sur laquelle nous développons des solutions, je dirais, d'envergure massive. Juste pour l'illustrer, aux États-Unis, là où les conditions réglementaires l'ont permis, avec IRA, on en a beaucoup parlé ce matin, la stabilité fiscale, l'indexation du prix ou de la fiscalité sur l'index carbone de l'hydrogène fabriqué, nous a permis de mettre en place, de définir un projet, le plus gros projet actuellement développé au monde, de production de 1 million de tonnes d'hydrogène. D'hydrogène qu'on va fabriquer par réformage du gaz naturel et pour lequel nous allons capter les émissions de CO2 associées et les séquestrer dans les stockages souterrains. Ce qui va nous permettre d'avoir accès donc à cette énergie hydrogène décarbonée. C'est le deuxième pilier. Et le troisième, c'est tout ce qui concerne les carburants liquides qu'on appelle bas carbone, qui sont issus de la biomasse. Et donc là encore, tout l'enjeu, ça va être de disposer de la biomasse nécessaire pour progressivement la substituer aux produits ou aux alimentations pétro-sourcées et pour avoir donc des carburants, des produits énergétiques d'origine Mais les carburants renouvelable. pour qui? Parce que pour le moment, la France, ça fait plutôt le pari de se dire un peu de biocarburant pour les avions, mais pour les voitures, vous allez passer à l'électrique. Exactement, donc vous avez raison. Tout Parce ça, que pas assez de biomasse, a priori, pour y parce arriver. que pas assez de biomasse. Et donc, le focus principal de ces carburants bas carbone, on va le mettre sur les carburants pour l'aviation, effectivement, qui sont les difficiles aujourd'hui à envisager autre chose que des carburants liquides. Et c'est cette dynamique qu'on a développée en Normandie, pour l'illustrer très concrètement. À partir de 2024, on va développer 150 000 tonnes de production de biocarburants, qu'on va faire monter progressivement à 200 000 en 2025, 200 000 tonnes par an. Et tout ça va monter progressivement. La clé du succès, je dirais, c'est quand même d'utiliser les outils dont on dispose, les outils de production dont on dispose, éviter de reconstruire à partir de scratch quelque chose, alors qu'on dispose de facilités, qu'on peut les transformer pour faire en sorte d'assurer la fabrication de ces produits bas carbone. Alors là, on vient de parler de pas mal de solutions, l'hydrogène, la biomasse. J'en viens à vous, Monsieur Laheuf, pour vous partagez, je crois, aussi ce constat sur les solutions. La France maîtrise ces technologies, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est finalement les moyens pour les développer massivement. Quand on dit moyens, c'est uniquement des euros ou c'est aussi des normes plus adaptées, etc., etc. Je pense qu'on en a beaucoup parlé ce matin. On parle beaucoup de technologie, de briques technologiques. La R&D a beaucoup. Il y a beaucoup de start-up maintenant. C'est comment on passe à la mise en œuvre, comment on passe à la mise à l'échelle. Et je pense qu'on a beaucoup parlé de difficultés réglementaires, de besoin de faire des guichets uniques, de mesures d'incitation. Et dans les travaux justement de la conférence des dirigeants français d'entreprises étrangères, il y a un certain nombre de propositions assez claires qui vont dans ce sens-là. On a aussi évoqué ce matin la notion de prise de risque. Il faut aussi de temps en temps prendre le risque de
finalement d'être le premier à mettre en œuvre une technologie pour avoir un avantage. Et on a eu la chance de faire avec un grand constructeur français la première ligne d'assemblage de moteurs électriques, ce qui nous a permis de devenir centre d'excellence pour le monde entier autour de ces choses-là. Donc on voit que on peut passer d'une technologie R&D à finalement une mise en œuvre réussie permet aussi de vraiment capitaliser et d'accélérer cette mise en œuvre. Est-ce qu'il y a quand même malgré tout des difficultés pour les industriels d'avoir des subventions pour accélérer tous ces projets ? Je pense que, encore une fois, on l'a dit, on a l'IRA d'un côté où c'est simple, c'est rapide, et puis on a toute la bureaucratie française, européenne, où l'argent est là, il y a les 53 milliards. Maintenant, c'est les guichets, les appels à projets, les conditions, le délai qui fait que le temps administratif n'est pas le temps industriel et qu'il faut essayer de rapprocher tout ça. On a la mise en œuvre de la loi sur les énergies vertes qui devrait améliorer. On a les lois d'accélération sur le nucléaire, etc. La loi aussi industrie verte qui doit aider sur les normes et tout ça. Tout va dans le bon sens, mais on n'y est pas encore. Donc on sait qu'une fois que les lois sont passées, le plus dur c'est que les décrets arrivent, et puis encore plus dur qu'on les applique. Voilà, c'est ça. Bon, Jean-Philippe Petit, on le sait, pour sortir de notre dépendance aux fossiles, l'un des enjeux est de produire de l'hydrogène. Vous disiez que c'était un axe important il y a un instant. On a tout ce qu'il faut. Déjà, rien qu'avec Air Liquide, on avait quand même a priori un groupe qui sait à peu près comment on fabrique de l'hydrogène en France. Qu'est-ce qui empêche le développement de la filière ? Qu'est-ce qui empêche que ça aille plus vite, malgré là pourtant les euros mis sur la table, les plans, les... Alors comme je le disais au début, c'est la taille du système qui est complexe à faire bouger. Et également, comme je le disais, c'est pas tant la sortie des énergies fossiles qui est importante, mais c'est vraiment capter les émissions de CO2 associées aux sources fossiles. Donc c'est ça qui est important. L'hydrogène, c'est une source bas carbone qu'il faut continuer à développer. Il y a deux solutions, il y a deux modes de fabrication pour l'hydrogène bas carbone. Le premier, c'est par électrolyse de l'eau. Électrolyse, ça veut dire électricité. Ça veut dire électricité, et il en faut de l'électricité. Si on veut faire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, ça va prendre du temps parce qu'il va nous falloir de l'énergie électrique décarbonée, c'est-à-dire des centrales nucléaires, qu'on n'a pas encore aujourd'hui en nombre suffisant. La deuxième solution, le deuxième schéma de fabrication de l'hydrogène, c'est par vaporéformage de gaz avec captation du CO2. Et c'est une des solutions qui est rapide à mettre en place, j'en parlais tout à l'heure, que nous allons déployer aux États-Unis de façon massive et à grande échelle, parce que c'est aussi ça qui est important. On va développer ce type de projet pour qu'il soit, comme on dit en bon anglais, scalable. On va faire des duplicable. Duplicable et de façon de faire grandir. Quoi. Voilà, adapté à très grande échelle compte tenu des investissements associés. Et encore une fois, aux États-Unis, je parlais de 1 million de tonnes de production d'hydrogène. Et donc, ça va, avec le captage de carbone associé, ça va générer des investissements massifs qui ont pu être mis en place aux États-Unis parce que l'IRA a permis à définir les conditions de ce succès. Aujourd'hui, en Europe, disons-nous les choses clairement, on nous dit comment faire de l'hydrogène. On nous dit qu'il faut faire de l'hydrogène avec de l'électricité. Au début, c'était vert, renouvelable, éolien, solaire, etc. La France a gagné d'y mettre le nucléaire. La France vient de gagner d'y mettre le nucléaire, mais l'ambition de l'Europe, c'était quand même de fabriquer 10 millions de tonnes à l'horizon 2030. Donc, sans une neutralité technologique de production d'hydrogène décarboné, on n'arrivera pas à cet objectif. Donc, il faut lâcher des contraintes sur la technologie à employer, laisser les industriels trouver la technologie décarbonée qui consiste à fabriquer ce produit et faire en sorte que ce marché se développe de façon compétitive et durable. Et c'est important peut-être de le rappeler quand même une fois de plus que l'industrie pétrolière, même si ça peut faire mal aux oreilles, va faire partie de la solution. C'est tout à fait vrai de le dire. Encore une fois, 140 ans d'expérience dans des domaines de transformation des molécules, également dans les domaines spécialisés en offshore et en gisement souterrain, connaissance des couches géologiques. Donc on va faire partie de la solution. On est capable, dans un groupe comme ExxonMobil, de mettre en place des solutions, je dirais, massives à grande échelle. Et nous ferons partie de la solution. Notre entité Low Carbon Solution
à l'horizon 2027, va investir 17 milliards de dollars dans le monde dans ces solutions. C'est à nous, en France, en Europe, de créer les conditions d'attractivité pour attirer ces investissements. Et vous êtes tous engagés, parce que quand on voit notre acteur français, lui aussi, Exactement. vous êtes dans la même course pour essayer d'être les meilleurs. Avant d'en arriver à vous, Bruno Pillon, je m'arrête à nouveau avec vous, Fabien Laloff, le directeur général d'ABB France, parce qu'il est important, selon vous, de passer d'une logique de décarbonation subie, parce que c'est quand même un peu ce qu'on entend là depuis le début, mais quitte à ce que ce soit subi, ça y est, c'est un fait, eh ben, faisons de tout cela un avantage et surtout un axe de différenciation. On voit aujourd'hui des signaux faibles qui sont de moins en moins. On voit une demande du marché sur des produits décarbonés, de plus en plus de questions sur qu'est-ce qu'on fait, quel est notre engagement. Et moi, je suis persuadé que demain, le fait d'avoir une vraie politique de développement durable sera un avantage compétitif. Alors, c'est peut-être naïf, mais ce qu'on a fait chez AB, on a créé un label pour nos produits qu'on a appelé le label Éco-Solutions, où en plus d'avoir toutes les informations autour de l'empreinte carbone, on y a intégré des notions de le packaging, la réparabilité, les biocomposants, etc. pour dire, voilà, on a, nous, un certain nombre de produits qui sont conformes à ce label et on donne ça en toute transparence pour nos clients pour qu'ils puissent faire le choix de dire, moi, je préfère prendre des produits à faible impact plutôt que le reste. Ensuite, l'autre levier, je pense qu'on n'utilise pas assez, c'est l'attractivité de l'industrie en utilisant cette notion de décarbonation. On a dans toutes les entreprises des gens extrêmement passionnés, fiers de travailler dans l'industrie, qui sont prêts à aller visiter les écoles, les collèges, rencontrer les professeurs, les parents et expliquer que l'industrie, c'est pas ce qu'on voyait dans les anciennes images, mais on parle encore une fois de bioconception, d'éco-conception, de circularité, de réparation, etc. Et je pense que c'est un formidable levier. On a parlé d'écrire une histoire autour de l'industrie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dessus et on n'en a pas parlé, mais je trouve que dans l'industrie, il y a la notion de fierté de produire des choses, fier des produits qu'on fait, fier de tout. Et tout ça, c'est certainement un levier à utiliser un peu plus qui doit pouvoir servir. Et je pense que le développement durable est un des éléments, un des leviers de cette partie-là. Bruno Pillon, président d'Heidelberg Materials France. Selon vos estimations, en tout cas c'est ce que vous nous avez dit quand on a préparé cette table ronde, décarboner l'industrie du ciment pourrait rapporter, vous m'avez dit, gros à l'État. Dans les périodes actuelles de finances publiques compliquées, bon ça fait à peu près 40 ans qu'on connaît ça, mais c'est compliqué quand même vraiment en ce moment. Comment vous pouvez rapporter gros aux caisses de l'État? C'est quoi votre mécanisme? Alors, le mécanisme, c'est le suivant. Aujourd'hui, le cours du CO2 ce matin au marché, c'est 80 € la tonne. Si sur les fameux 2 tiers dont je ne sais que faire, je décarbone ma cimenterie en mettant des installations de capture et de stockage, allez, ça va coûter entre 150 et 250 € la tonne, suivant là où la cimenterie est placée. Donc j'ai strictement aucun intérêt économique à le faire, aucun. J'ai intérêt à laisser partir mon CO2 à la cheminée, je n'ai aucun intérêt. Alors je peux attendre que le CO2 atteigne les 150 et les 250 €, ce qui est probable dans les années qui viennent, mais là c'est beaucoup trop tard. Donc il faut un financement. C'est les fameux contrats pour différence, là les CCFD, les contrats carbone pour différence, où on doit, pour trouver une rentabilité économique, il faut qu'il y ait un investissement de l'État. Sauf qu'il n'y a pas d'argent, en tout cas c'est difficile à trouver. Donc l'équation, elle est là aussi assez simple. Quand on a, aujourd'hui, je vous disais, on a signé nos contrats de transition écologique avec la Première ministre, on s'est engagé à réduire nos émissions carbone de 50% à l'horizon 2030 et 90% à l'horizon 2050. Focalisons-nous sur 2030, moins 50% en 2030. Parallèlement à cela, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était aussi dit ce matin, il y a ce fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui se met en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au fur et à mesure que le temps avance, et ça va commencer en 2025, au fur et à mesure que le temps avance, je vais avoir moins de droits à émettre, il va falloir que je les achète sur le marché. Ça va générer de l'argent. Pour décarboner, et y compris si jamais je suis cette route de décarbonation de 50% d'ici à 2030, pour décarboner toute l'industrie cimentière française, c'est quand même un petit enjeu de souveraineté, pour garder nos cimenteries en France, ce qui n'est pas gagné, ça coûte 3,8 milliards d'euros. D'accord ? 3,8 milliards d'euros qui vont s'étaler 2030 et au-delà.
les droits à émettre que je vais être contraint d'acheter sur le marché, quand bien même je suivrai ma trajectoire ambitieuse de décarbonation, vont générer 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros. Donc, la décarbonation de l'industrie cimentière, en tout cas, rapporte énormément d'argent à l'État. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est ce qu'on appelle le front-loading, c'est d'avancer cet argent pour qu'on puisse faire ces investissements dès aujourd'hui, qui rapporteront demain. C'est l'objectif de ces contrats CCFD, qui garantissent un prix du carbone élevé pour l'investisseur. Mais c'est un gain net très, très significatif pour l'État. Mais quand vous dites ça au pouvoir public, ils vous disent quoi? Ils nous disent que c'est une très bonne idée, mais vu que vous avez vu la première ministre hier, affectées, vous avez pu lui glisser dans l'oreille quand même. Ils nous disent que c'est une très bonne idée, mais les taxes affectées, c'est difficile à mettre en place. C'est-à-dire que si vous leur dites ça, ils sont contents de savoir. Voilà. Ils sont contents de savoir qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Ils ne vous garantissent pas que ça vous revienne. Mais bon, c'est tout l'objet de l'équation économique. En tout cas, elle est très, très favorable. Fausto Rotelli, directeur de la communication des affaires publiques et de la RSE de Ferrero France. Quand on est dans un groupe agroalimentaire, grand public, est-ce qu'on est aussi... On parlait là de décarbonation subie, voulue comme axe de vente presque d'une certaine manière pour vous aussi. Et vous êtes complètement poussé par vos acheteurs qui veulent quelque chose de plus traçable, de plus transparent, de plus vert, sans que vous augmentiez les prix ou vous diminuiez trop la quantité. Totalement. Et bon, la question de la diminution de la quantité ne se pose pas. Mais après, il y a toute cette demande de la part de nos consommateurs que nous avons initiée heureusement auparavant. Et donc ce travail, si on prend par exemple l'exemple de la déforestation, nous avons fait partie des entreprises qui ont appelé la Commission à travailler sur un texte sur le sujet. Et c'est la fameuse directive qui est sortie. Donc là-dessus, pardon, le règlement. Et donc là-dessus, nous allons vraiment dans la bonne direction. Et c'est une demande qui est normale et sur laquelle nous devons communiquer encore plus. En tant qu'acteurs responsables, c'est porter aussi, et d'une certaine envergure aussi, porter les petits producteurs, les petits agro-industriels sur la même approche, avec des filières certifiées, avec tout un travail qui est fait de l'amont à l'aval. Vous avez l'impression que les consommateurs vous forcent à aller plus vite ? Sans que ce soit péjoratif dans la question. On vous donne envie d'aller plus vite. Les deux vont de pair et il y a aussi une demande de la part des salariés d'aller dans cette direction. C'est quelque chose qui contribue fortement à la fierté interne. Et donc, le mouvement vraiment passe en parallèle. Pour terminer, je vais vous demander à chacun un mot, parce que je pense que c'est important qu'on aborde aussi le sujet des compétences, parce qu'on n'arrivera pas à faire cette décarbonation sans des profils nouveaux. Je vais commencer avec vous, Jean-Philippe Petit. Quels sont les besoins de formation, les compétences pour accompagner justement la transition de l'industrie, en tout cas selon votre prisme à vous ? Alors, c'est rendre nos métiers attractifs. Je pense qu'il faut... J'aime bien reprendre les chiffres qu'a donné le ministre Lescure il n'y a pas très longtemps lors d'une conférence où il parlait des besoins en formation et il expliquait que sur les 6 dernières années, dans l'industrie, on a eu besoin de créer 100 000 emplois. C'était le chiffre qu'il avançait. Et dans les 6 prochaines années, à l'horizon 2030, il en faudra 1 300 000. Donc c'est quelque chose de majeur et significatif. Tous les métiers vont être sur la sellette. Tous les métiers du soudage. On a tout un programme nucléaire qui va donc drainer toutes ces compétences. Des échafaudeurs, de la maintenance industrielle, des opérateurs. Des gigafactories dans les batteries. Des gigafactories dans les batteries. Tous ces métiers-là vont être sous tension dans les prochaines années. Et donc, l'objectif qu'on a dès aujourd'hui, nous, industriels, et comme le disait Bruno tout à l'heure, c'est de rendre attractifs nos métiers dans l'industrie. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, c'est aller au contact des collèges, des lycées, leur parler de ce qu'on fait, leur dire que l'industrie, ce n'est pas les temps modernes, ça a changé. Il y a des métiers attractifs, les temps modernes de Charlie Chaplin, pardon. Il y a des métiers attractifs qui sont disponibles, accessibles aux femmes, pour tous, et qui sont extrêmement valorisants et bien payés pour de belles carrières. Donc c'est ça qu'il faut qu'on inculque dans la tête des enfants, des professeurs et des parents. Et pour moi, dès la 3e, c'est le niveau qu'il faut, je dirais, convaincre aujourd'hui. Bruno Billon, c'est aussi votre avis. Il faut renforcer l'attractivité de ces métiers et de ces filières. Oui, on a tous les mêmes défis. Après, j'allais dire... Encore une fois, j'ai l'impression que sur notre industrie, l'industrie cimentière, c'est presque un peu plus simple que ça ne l'était parce que
on est capable d'avoir un discours et avec une promesse et des preuves, en fait. La promesse, c'est que, et pour un certain nombre de jeunes, ils sont à la recherche de ce genre d'investissement, de sens, comme on dit souvent, c'est de dire si vous voulez vraiment vous impliquer dans la décarbonation de l'économie, que vous croyez en l'industrie, il faut un minimum de rationnel. S'il y a un endroit où il faut aller, c'est l'industrie cimentière, puisque, encore une fois, avec 9% des émissions de CO2, c'est là qu'il faut aller à partir du moment où il y a des éléments de preuve, et les éléments de preuve, c'est les investissements qu'on fait. Paradoxalement, on a peut-être plus de difficultés à recruter des bons ingénieurs ou des bons électriciens ou des bons mécaniciens. Sur le terrain, c'est très difficile. Donc on a développé évidemment des formations qu'on renforce parce qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent, notamment les technologies de captage, on va les développer. Et autre chose qu'on a développé, c'est nos parcours d'intégration, parce que ça a l'air de rien, c'est probablement quelque chose qui est largement partagé, mais l'arrivée et la mise maintenant, j'allais dire, en normalité du télétravail fait qu'il faut redonner du sentiment d'appartenance. Donc tous ces parcours d'intégration prennent un relief très particulier. Fausto Rotelli, vous diriez pareil, il faut... Oui, totalement. Après, nous sommes sur un sujet qui va impacter toutes les directions et tous les emplois. Et donc, il est injecté partout. Donc, il s'agit, d'un côté, en matière de formation continue, de donner les bons réflexes. Un exemple très simple, un tournage d'une publicité ne doit plus avoir lieu en Afrique du Sud si la pub est destinée exclusivement au marché français. Donc c'est du bon sens qu'on applique partout et c'est une réelle attente des nouvelles générations. On le voit sur l'agro-industrie, par exemple, les prises de position des étudiants d'AgroParisTech sont très fortes et nous mobilisent et nous portent, nous challenge et nous font que nous nous améliorons. Et donc c'est cet aspect-là qui va primer. Fabien Laloff, on va clôturer avec vous sur ce point-là. Oui, je pense que l'attractivité de l'industrie, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à développer. Je pense que sur tous ces sujets de développement durable, il y a aussi la notion de responsabilité. Le greenwashing est destructeur aussi en termes d'attractivité, donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur ces sujets-là. Et puis, on a quelques métiers de techniciens, des filières. Et je pense que le rapprochement de l'école et de l'industrie pour aligner un peu mieux les besoins avec les formations doivent pouvoir aussi aider. Et ben voilà, merci beaucoup. Sous vos applaudissements, on remercie Jean-Philippe Petit, Fabien Laloff, Bruno Pillon et Fausto Rotelli. Ravi d'être là dans ce lieu. C'est toujours émouvant de se retrouver dans